la conformité. Donc ici sur ce slide, on en a mis quelques-uns, je suis persuadé qu'ils vous parlent. Donc il y a évidemment la culture risque, il y a le pilotage, il y a les coûts, il y a le KYC, et nous on a choisi deux thèmes, les lignes métiers et les leviers technologiques. Donc c'est un peu lié d'ailleurs aux questions qu'on nous a posées au démarrage. Donc on a vu qu'il y avait encore des interrogations sur les leviers technologiques et sur la partie ligne métier. Alors c'est vrai que le compliance officer, on a tous bien compris que son métier, c'est aujourd'hui beaucoup moins analyser des textes que mettre en œuvre un dispositif de conformité. Et donc finalement, l'effort de conformité, il va surtout être porté par les lignes métiers, c'est-à-dire pour moi les lignes commerciales ou les services de gestion. Et donc tout l'enjeu va résider à la capacité du compliance officer et de son équipe à communiquer avec ces lignes métiers, avoir de l'influence sur ces lignes métiers, sachant que souvent il n'a pas de lien hiérarchique, il a un lien fonctionnel, comment il va réussir à travailler avec elles, et comment il va s'assurer que les règles sont bien assimilées, bien appliquées, et qu'on a aussi les bons comportements. Donc ça, c'est vraiment le facteur clé de succès, donc ce qu'on appelle souvent la filière conformité, c'est-à-dire comment le compliance travaille avec ces métiers. Le deuxième sujet, donc, qui est sur le slide suivant, c'est effectivement s'appuyer sur les leviers technologiques. Donc là, encore une fois, il y a énormément d'acteurs. D'ailleurs, en conformité, on a de la chance, il y a les fintech, on a les regtech. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile pour un compliance officer, quand il propose une évolution de son modèle opérationnel, de ne pas avoir une option regtech. Donc l'idée, c'est de partir à chaque fois des besoins de la fonction compliance. Donc là, dans le slide qui vous est présenté, bien entendu, tout ça n'est pas exhaustif. Je sais qu'on peut encore ajouter pas mal de choses, et nous-mêmes, on a pas mal de matière sur ce sujet, mais c'est de partir finalement des missions de la conformité, et sur ces différentes missions, de voir à quel moment les nouvelles technologies, machine learning, intelligence artificielle, robotic process automation, ou encore d'autres, peuvent répondre aux besoins du compliance officer. Donc si on regarde, si on en choisit quelques-unes, donc celle qui est souvent la plus connue, c'est l'utilisation, l'automatisation des robots dans le traitement des alertes, donc sur, pas la fonction compliance en elle-même, mais sur un des périmètres qui est couvert par la fonction compliance, notamment la lutte anti-blanchiment. Donc c'est vrai que les robots permettent de traiter les alertes, alors souvent de niveau 1, de dire est-ce que l'alerte est recevable ou pas, et ensuite de l'envoyer vers un niveau 2 qui lui apportera peut-être plus de valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui se déploie. Donc nous-mêmes, on l'a déployé chez pas mal de nos clients, donc le traitement des alertes de niveau 1. On a aussi des sujets comme le robot advisor, ou alors plutôt, pardon, l'analyse des conversations téléphoniques avec une solution qui s'appelle Trust Voice. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, je fais exprès, je prends un exemple dans la partie protection de la clientèle. Donc des solutions capables d'écouter les conversations téléphoniques et de déceler le mauvais conseil ou le manquement au devoir de conseil. On ne permet pas au client de réclamer, on ne le laisse pas s'exprimer, on a des arguments par rapport auxquels il ne peut pas finalement dire grand-chose, on peut même capter des émotions. Donc ça, c'est des usages vraiment intéressants des nouvelles technologies. On a aussi sur les contrôles des outils qui permettent, par exemple, d'extraire des contrôles d'un outil de GRC. Alors là, je me mets au niveau d'un groupe, donc quand on a à peu près 10-15 000 contrôles, et d'être capable, avec du machine learning, de lire ces contrôles, de les analyser, donc d'identifier des doublons, de voir ceux qui ont été mal écrits, ceux qui ne répondent pas aux objectifs. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi toute la partie onboarding, avec les outils notamment de reconnaissance faciale. Donc c'est vrai que les nouvelles technologies, en fait, c'est toujours un bon réflexe, donc déjà en termes de coûts, en termes d'alternatives à proposer au comité de direction quand on veut faire évoluer son modèle opérationnel. Et puis après, il y a d'autres outils, qui sont peut-être moins nouvelles technologies, mais qui sont importants, comme la data visualization, où là, ça va nous permettre de restituer d'une manière dynamique. Donc, pour conclure sur cette partie de nouvelles techno, d'ailleurs, nous, dans nos équipes de Deloitte, à chaque fois, maintenant qu'on a des missions compliance, en général, on a un data scientist qui est avec nous, parce qu'on sait qu'on va avoir des données à travailler et à restituer certaines choses. Donc voilà, sur cette première partie d'une quinzaine de minutes, l'idée, c'était, avec un premier slide, de montrer qu'on peut considérer que l'on est dans une nouvelle ère. C'est pour ça qu'il y a aussi ce certificat conformité qui est le premier certificat qui est vraiment dédié au secteur de l'assurance, avec un nombre de professionnels de l'assurance assez important. Donc effectivement, il faut s'organiser, on est dans une nouvelle ère. Alors même si la fonction est récente, janvier 2016, on est déjà dans un 2.0. On a tiré ce qu'on pouvait tirer des banquiers, mais on comprend bien que même leur système, il est quand même
améliorable, si on peut dire. Voilà, donc le contexte, et puis effectivement la partie filière, donc ça c'est vraiment nouveau, le lien avec les métiers. Mon objectif en tant que compliance officer, ça va être de transformer la façon dont les gens travaillent sur le terrain. Et pour réussir ça, je vais dépendre des lignes métiers. Et puis effectivement le volet nouvelles technologies. Donc de mon côté, je n'ai pas eu de questions en direct, j'en aurai peut-être à la fin. Je propose de passer la main, Cédric. Merci Odilon. Donc je vais vous parler un peu d'éthique des affaires. D'éthique des affaires au sein de la conformité. J'aime beaucoup ce premier visuel qui est qui pose bien, dans le sens, le cadre du sujet comme un sujet de culture d'entreprise. Je me suis battu, moi, au sein de mon groupe pour récupérer cette dimension éthique des affaires, parce que je trouve qu'elle ouvre un peu la perspective par rapport à la stricte compliance et nous offre un champ d'investigation qui me semble un petit peu plus large. Le vrai enjeu, comme le souligne la phrase sous l'image, c'est d'arriver à convaincre que c'est un sujet aussi pour l'entreprise. Souvent, je donne l'exemple, il suffit d'allumer sa télé aujourd'hui pour se rendre compte que dans la société civile, les sujets relatifs à l'éthique prennent de plus en plus de place, donc il n'y a aucune raison pour que l'entreprise ne s'en saisisse pas non plus. Slide suivant. Juste après, quand on parle d'éthique, et notamment d'éthique des affaires, de quoi parle-t-on? Il y en a un avant celui-là, normalement. Non. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, déjà, moi, je parle jamais d'éthique tout seul. Je parle d'éthique des affaires. Pour bien situer l'éthique des affaires, pour moi, imaginez un triangle, une partie basse, tout ce qui relèverait de la réglementation. Donc là, on est sur la compliance. Comment, dans l'entreprise, je respecte la réglementation. Une partie haute de mon triangle qui serait plus la perception individuelle de qu'est-ce que j'entends par le bien, le mal, les valeurs. Donc là, ça appartient à l'individu en fonction de sa culture, d'où il vient, qui il est. Et moi, je me place dans la partie médiane, qui est celle que j'appelle éthique des affaires, où là, on se rend compte qu'en réalité, c'est pour l'entreprise les valeurs et les bonnes pratiques qu'elle va se donner. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que la phrase qui nous dit l'éthique dit ce qui est bon ou mauvais pour une organisation mais n'a pas vocation à définir le bien et le mal, montre immédiatement tout le côté relatif de l'éthique des affaires. Chaque entreprise finalement va positionner les règles qui lui semblent justes en la matière. Alors l'éthique des affaires intervient où? Alors j'ai essayé moi de réfléchir au sujet et d'identifier finalement les grandes zones d'intervention possible de l'éthique des affaires. Premier grand domaine, c'est finalement lorsque la loi ne prévoit rien. Par exemple, on n'a aucune règle générique sur le conflit d'intérêts. C'est parfois réglementé dans des domaines un peu spécifiques, notamment en banque. Là, on a eu une notion qui a été développée dans le cadre de la directive distribution assurance, mais je n'ai pas une réglementation générale sur le conflit d'intérêts. Donc c'est un sujet dont je peux me saisir pour me dire c'est quoi les bonnes pratiques à mettre en place dans mon entreprise autour de la gestion du conflit d'intérêts. Deuxième hypothèse d'intervention, c'est lorsque la loi finalement pose un cadre, mais le cadre est tellement lâche, tellement large, tellement incertain, que l'entreprise est obligée de traduire ce cadre en bon comportement. Là, l'exemple type, c'est la loi Sapin 2 avec les cadeaux. Comment une entreprise décide de gérer ses cadeaux et ses marques d'hospitalité? Ça va dépendre. Pour certaines entreprises, faire un cadeau ne sera plus du tout acceptable, alors que pour d'autres, voilà, au regard de sa culture, de son histoire, voilà, le cadeau restera quelque chose de tolérable et d'utilisable dans l'entreprise, mais avec un encadrement spécifique. Et chaque entreprise va encadrer ses règles du jeu en fonction de ce qu'elle est. Dernière dimension d'intervention possible de l'éthique des affaires dans l'entreprise, on a tout à fait le droit de faire les choses, mais on décide de ne pas les faire au regard de ses valeurs. Donc ça, l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple les centres d'appel. Est-ce que je décide, pour des raisons économiques, d'externaliser mes centres d'appel en dehors de la France?
J'ai tout à fait le droit de le faire, c'est complètement légal. En revanche, est-ce que voilà, je vais choisir de le faire ou de ne pas le faire? Voilà. Ça va relever. Et je ne dis pas qu'il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Je dis juste qu'il y a des décisions qui vont être relatives d'une entreprise à l'autre en fonction de ses valeurs. Dernière dimension qui me semble toujours important d'aborder, quand on commence à travailler autour de l'éthique des affaires, ce qui me semble extrêmement important, c'est d'arriver à aligner les positions dans l'entreprise et finalement à ne pas être forcément trop ambitieux sur le sujet, notamment le premier point à cranter, c'est la position de la direction générale. Voilà. C'est la direction générale qui va devoir incarner d'une manière très très forte l'engagement en la matière d'éthique des affaires. Et ça va passer par l'exemplarité du comportement des dirigeants. Il faut qu'il y ait un alignement, sinon on bascule vite dans ce que j'appelle la cosmétique. Je dis que je suis le plus beau, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et je crée une distorsion entre les discours et la réalité qui va être immédiatement perçue par le public et ça ne sera pas pardonné à l'entreprise. En revanche, dans l'entreprise, à partir du moment où il y a une vraie volonté de s'inscrire dans une démarche d'éthique des affaires, ça doit se traduire par des choix budgétaires, où je mets les sous dans l'entreprise, où j'investis, et par le dimensionnement des équipes, le nombre de personnes que je vais dédier à pouvoir faire avancer et prospérer ces sujets dans l'entreprise. Voilà, donc après, je pense qu'il faut, c'est extrêmement important d'arriver à présenter l'éthique des affaires comme finalement, pour moi, une nécessité aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle de levier d'adaptation au monde. C'est quelque chose qui est assez vendeur finalement et beaucoup plus que la compliance. C'est plus facile de vendre l'éthique des affaires aujourd'hui que de vendre la compliance parce qu'on peut le présenter comme voilà, quelque chose qui s'inscrit dans des attentes sociétales aujourd'hui très très fortes. C'est pour ça que je parlais de, voilà, l'éthique des affaires permet de raccrocher la transformation durable de l'entreprise, la loi PAC qui parle de la raison d'être de l'entreprise. Voilà, moi je vais m'en servir pour inscrire la démarche d'éthique des affaires dans ce sillon. Les parties prenantes, j'en ai parlé, et en tout cas, une entreprise éthique va forcément renforcer la réputation de l'entreprise. Et je vous rappelle que un des enjeux de la compliance, c'est aussi de s'assurer que la réputation de l'entreprise n'est pas atteinte. Et enfin, ça c'est ma conviction profonde, ça permet aussi d'attirer les jeunes. Voilà, les nouveaux talents, les générations Y, Z, enfin je ne sais plus comment on les appelle, mais en tout cas sont extrêmement sensibles à ces sujets de valeur. Donc une entreprise qui sera en capacité de démontrer qu'elle a une véritable démarche d'éthique des affaires sera un moyen, je pense, différenciant de recruter des talents. Ok. Voilà, dis donc, moi j'avais terminé, donc j'attendrai les questions s'il y en a. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent, donc juste peut-être dire un mot du certificat. Donc c'est vrai que en fait, l'Institut des actuaires, via l'Institut de risque management, a décidé de mettre sur le marché une formation. Quand je tourne la tête, parce que je regarde Alexandra qui est en charge de la formation. Donc, elle a décidé de mettre sur le marché une formation conformité, un certificat conformité, une formation certifiante dédiée aux acteurs de l'assurance, donc aux gens qui travaillent dans la fonction compliance ou qui vont travailler dans la fonction compliance, donc des gens qui sont déjà expérimentés. Et c'est vrai que ce programme présente plusieurs atouts, donc il y a un programme qui est assez complet, donc ça je pense que vous pourrez récupérer auprès de l'Institut des actuaires. Il y a beaucoup d'intervenants qui viennent, donc à la fois des professionnels, comme Cédric, des belles maisons qui sont représentées, mais aussi la CPR, la FFA, et peut-être des surprises en cours de formation avec des pseudo guest stars. Donc qu'est-ce que c'est la guest star dans la conformité? Je me méfie aussi, mais effectivement l'idée c'est de montrer que ça peut bouger en cours de route, avec un parti pris pour donner beaucoup de poids aux nouvelles technologies, donc puisqu'effectivement je crois que ça c'est un module à part entière, parce que comme on l'a vu un petit peu ensemble, c'est vrai que c'est un incontournable pour faire évoluer les modèles opérationnels, pour économiser de l'argent, donc ça c'est bien comprendre comment ça s'inscrit.
Et puis, voilà, je crois que c'est 12 jours avec 4 blocs, mais que les personnes peuvent s'inscrire sur un seul bloc si elles le souhaitent, mais du coup, ce sera plus certifiant. Donc, alors, je crois qu'on a une première question, mais de Laetitia. Donc, ça, je pense qu'elle est pour Cédric. Alors, que je comprenne bien la logistique, voilà, c'est vrai que j'ai cliqué, je ne sais pas si tu la vois en entier. Plutôt que le d'éthique. Mais j'en fais un petit On ne coup. voit pas la question en entier. Surtout une meilleure culture du risque à diffuser au sein de l'entreprise pour mieux replacer la conformité au cœur du système de GDR. C'est Laetitia Lafaille qui pose la question. Alors, je suis d'accord avec le rapprochement avec la culture du risque. Effectivement, pour moi, l'éthique des affaires s'inscrit pleinement dans la démarche de culture du risque. En revanche, je l'éloigne un peu de la stricte conformité ou de la stricte compliance, parce elle se saisit aussi de valeurs dans l'entreprise, et pas seulement de réglementation. Et c'est en ça où, voilà, je trouve qu'il peut y avoir une forme de différenciation, même si on se rend bien compte que la séparation n'est pas complètement stricte et pure entre le domaine de la compliance et le domaine de l'éthique des affaires. D'ailleurs, de notre côté, quand on aborde ces sujets de culture conformité ou culture risque, on n'aborde pas forcément toujours le mot éthique. En revanche, c'est vrai qu'on va chercher à vérifier la bonne assimilation par les collaborateurs sur le terrain des règles, des modes opératoires et leur bonne compréhension. Parce que c'est la différence parfois entre connaissance et compétence. Il faut connaître et puis il faut être capable, face au risque, ensuite d'engager la bonne action. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est un sujet qui est clé, qui est à cheval, et l'important, c'est effectivement de s'assurer que les collaborateurs sont en capacité de reconnaître le risque et d'engager la bonne action quand ils le détectent. Nous, on avait eu l'occasion de travailler dans des secteurs très différents, où on avait récupéré quelques bonnes pratiques, c'était dans le cas des plateformes pétrolières aux États-Unis, où là, la méconnaissance des règles, des procédures, ou l'absence de bons réflexes, là, le risque, c'est pas l'amende ACPR, c'est la mort. Donc forcément, il y a des pratiques assez innovantes pour s'assurer qu'il y ait une bonne assimilation. Mais c'est vrai que ça peut être deux sujets à mettre en parallèle, mais qui ne couvrent pas tout à fait la même chose, même s'ils sont imbriqués. Après, on retrouve la zone de frottement autour de la réputation. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça, c'est vraiment un point central entre les deux, et on se rend compte qu'une... en tout cas, moi, c'est ma conviction profonde, qu'une non-conformité réglementaire, même si on a toujours tendance à dire ça va porter atteinte à la réputation de l'entreprise, pas toutes, quoi, et pas toutes de la même manière. En revanche, si la non-conformité réglementaire est doublée d'une dimension qui sera perçue comme relevant de l'éthique des affaires d'une manière très forte, là, l'exposition au risque de réputation de l'entreprise sera beaucoup plus importante. Je suis absolument en phase. En plus, je pense que vraiment, on reste un peu sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, malgré le nombre très important de participants. Donc, en fait, c'est vrai que dans cette partie culture, on peut même se demander, parce que tout à l'heure, j'évoquais un peu l'environnement bancaire, donc c'est vrai qu'il y a encore des scandales, malgré les efforts qui sont fournis. Et je pense que justement parce que la transformation n'a peut-être pas été assez en profondeur, notamment jusqu'à l'individu, jusqu'à ce collaborateur de la ligne commerciale ou des services de gestion, en disant est-ce que cette personne, elle a non seulement bien assimilé les règles, et au niveau de ses valeurs, les valeurs de l'entreprise, ses propres valeurs, d'accompagnement. Et c'est ça en fait qu'on vise aujourd'hui, c'est cette transformation. Dit qu'elle n'est pas très familière avec la compliance. Que sont les RegTech? Les RegTech, en fait, c'est les FinTech, mais appliqués au domaine du regulatory, donc de la partie compliance. C'est en fait, globalement, ce sont des startups, même si certaines initiatives viennent directement de grands groupes d'assurance, qui vont en fait utiliser les nouvelles technologies au service de la compliance. Et ces nouvelles technologies, souvent, c'est blockchain, machine learning, intelligence artificielle, robots. Moi, je peux donner un exemple dans mon entreprise. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Sur les dispositifs de lutte anti-blanchiment, on a mis en place des systèmes très sophistiqués d'alerte pour faire remonter un certain nombre de dossiers.
Et aujourd'hui, on réfléchit à voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à écarter les dossiers où, avec une certitude, on saura que finalement, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment l'utilisation de ces nouvelles technologies pour faciliter la vie des collaborateurs et supprimer toutes les tâches qui sont sans valeur ajoutée humaine. De toute façon, ce que le personnel qualifié passe son temps sur des choses à valeur ajoutée. Exactement. Alors, si vous avez d'autres questions pour Cédric et Odinon ici, vous pouvez les poser dans l'espace Q&R qui s'affiche à l'écran. Karine vous remercie pour la réponse. Merci. Les soft skills, comme la capacité à convaincre, à communiquer, ne sont-elles pas un préalable à la diffusion de la compliance dans l'entreprise? Pose une question posée par Philippe. Alors, est-ce qu'on peut on la visualise, nous, ou pas? Pas encore, elle arrive, la voici. Alors, attends, excusez-nous, parce qu'il faut qu'on la... Voilà. Donc, je vais lire, on va voir la question de Philippe Collat, qu'on connaît peut-être d'ailleurs, mais comme on ne voit pas les entreprises, donc les soft skills, comme la capacité à convaincre, à communiquer, sont-elles pas un préalable à la définition de la compliance dans l'entreprise? Alors là, ce que je vais faire, je vais passer la balle à Cédric, qui, à mon avis, ça doit être bien plus intéressant ce qu'il va raconter que ce que je vais raconter sur effectivement le quotidien, faire passer les messages. Tu as dit tout à l'heure d'ailleurs qu'il y avait quelques astuces, parce que tu as par exemple dit que l'éthique était plus facile à pousser que la compliance, que tu allais utiliser la loi Pacte. Donc c'est ok, je te laisse la question. C'est un peu la question, la question compliquée de l'œuf et de la poule, quoi. Je pense que effectivement les deux sont nécessaires. Est-ce qu'il y en a une qui est préalable à l'autre? Je sais pas. Et je pense que les deux s'enrichissent au fur et à mesure. Je crois qu'aujourd'hui, par exemple avec mes collaborateurs, je suis bien meilleur pour convaincre et vendre les règles qu'on est amené à mettre en place et les contrôles qu'on est amené à réaliser qu'il y a 5-6 ans quand j'ai pris en main la fonction. Ce qui est certain, c'est que oui, la posture du compliance officer est centrale. Et aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec mes collaborateurs autour de cette dimension. Le fait de se dire comment je me comporte en réunion, comment je pousse une conviction de la conformité, comment je la fais passer, comment j'organise mon contrôle, comment je me comporte. Et c'est une dimension qui est encore je trouve très négligée même dans les dispositifs de formation, dans tout ce qu'on peut trouver sur le marché, parce que c'est effectivement compliqué. C'est pas un job d'expert au sens historique du terme. Effectivement, vous avez complètement raison, Philippe, ça fait appel à d'autres qualités. Alors, moi, je voudrais juste un complément, c'est que moi, je suis en train de penser à un travail qu'on fait en ce moment pour un assureur, c'est qu'il y a aussi cette capacité de la fonction conformité, là c'est le cas d'ailleurs de Philippe, donc de se poser aussi des questions sur est-ce que moi-même je ne dois pas chercher comment est-ce que je peux mieux communiquer. Donc déjà je dirais que c'est la première bonne attitude, donc dire moi-même comment est-ce que je peux faire pour mieux communiquer. Et notamment, nous on accompagne un assureur qui s'est posé un peu la question suivante, en disant finalement, entre les obligations, les modes opératoires que je construis, les procédures que je diffuse, et la réalité, les changements sur le terrain, ça prend beaucoup de temps. Et donc, de fait, pour accélérer en fait la transformation sur le terrain, il y a probablement un effort à faire en termes de communication. Donc, c'est la façon dont on décline des modes opératoires. Ça peut être un peu plus digital et un peu plus accessible. Donc, effectivement, en tout cas, c'est un facteur clé de succès pour que le message porte soit bien assimilé et que les comportements changent. Ouais. Et là, la fonction compliance, évidemment, ça dépend des structures, mais a sans aucun doute encore beaucoup de choses à transformer, et là aussi de nouvelles technos sur lesquelles elle peut s'appuyer. Par exemple, un mode opératoire qui vient décliner une procédure centrale, la façon dont c'est diffusé, la façon dont on va vérifier l'assimilation, là il y a des innovations intéressantes. Et à côté de la communication, moi ce qui me semble aussi très important aujourd'hui, c'est la conviction et le courage. Voilà, pour pouvoir bien mettre en place les dispositifs qui sont issus de la réglementation, il faut aussi ces deux qualités. Parce que la communication, ça permet c'est le moyen pour faire passer le message. Mais s'il n'y a pas de conviction de la part des collaborateurs qui vont porter le sujet, ils vont se faire écraser par des structures
historiquement qu'on va déranger. Voilà. Et du courage, parce que voilà, il faut être en capacité aussi de remonter à la direction générale un certain nombre de sujets. Et là, il faut comment on le présente, comment on dit les choses, comment on fait avancer le sujet. Ok. Alors je vois qu'on a une autre question de Ludovic. La compliance intègre-t-elle des outils FinTech pour l'identification des malversations financières? Écart de cours délimité. Alors oui, dans la compliance, il y a la fonction en elle-même avec des enjeux organisationnels, des modes opératoires, de la gouvernance, et puis après il y a les thèmes qui composent cette fonction compliance, dont sécurité financière, à l'intérieur de laquelle on peut tout à fait évidemment avoir abus de marché, donc que ce soit sur blanchiment, fraude, lutte anticorruption, abus de marché, il y a évidemment des outils qui aident à détecter. Alors encore faut-il qu'ils aient été bien pensés, bien paramétrés et que les alertes qu'ils génèrent soient exploitées dans les temps, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Mais oui, donc là, et même je dirais sur des sujets comme blanchiment, depuis un certain nombre d'années, il existe des outils. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment les éditeurs ont embarqué eux-mêmes les nouvelles technologies dans leurs solutions. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'analyse prédictive sur les alertes. Si on revient 10-15 ans en arrière, il n'y avait pas forcément des modules d'analyse prédictive, c'était un scénario un peu plus simple, donc aujourd'hui ils essaient d'embarquer ces nouvelles techno. Donc tout à fait dans la partie FinTech, RegTech, et même dans les éditeurs, on ne rentre pas forcément dans ces catégories-là, qui existent depuis longtemps, il y a tout à fait ce type d'outil. Nous par exemple, on a créé au sein du groupe une AMOA réglementaire, qui est une fonction qui est extrêmement intéressante, parce qu'ils sont beaucoup plus geeks en termes de profil que les compliance officers classiques, et ils font une excellente transition entre la compliance et l'informatique pure. Et c'est souvent sur eux qu'on s'appuie pour pouvoir mettre en place ces nouveaux dispositifs FinTech, RegTech au sein de notre activité. Et je pense qu'en plus avec le temps, ils ont une capacité plus forte que leurs collègues de mieux comprendre vos besoins. Exactement. C'est toujours un peu... Alors, Philippe a commenté votre propos, oui. Dont la posture était très importante. C'était juste un petit commentaire de sa part qui apparaît de votre côté. Très bien, mais je pense qu'on a déjà beaucoup de choses. Okay. Si vous voulez conclure, si on n'a pas d'autres questions. Si je prends la parole, donc c'est vrai que c'était aussi un événement qui a été organisé pour parler de ce certificat conformité. Moi j'interviens, Cédric également intervient. La conformité, on baigne dedans, côté consulting, côté opérationnel, mais on pourra en parler une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, même 5 jours, on pourra faire une formation 5 jours sur la conformité, pas de problème. Donc là l'idée c'est que en fait il a fallu choisir quelques thématiques, donc moi je voudrais mettre en avant ce certificat, parce que je trouve que pour la place, c'est pas du tout une initiative de loi, je suis un participant comme les autres, donc pour la place je trouve que c'est une initiative qui est intéressante. Je pense même qu'on pouvait attendre aussi ce type de formation un peu plus tôt. Après, je voudrais dire que la conformité, on le voit à travers ces courts échanges, c'est un sujet qui est passionnant, c'est d'actualité, ça va ne faire que se renforcer, il y a de plus en plus de sanctions, mais il y a surtout ces liens métiers. C'est pas du tout déconnecté du business développement, et ce lien avec les lignes commerciales, les services de gestion, ça c'est extrêmement intéressant. Plus cette brique nouvelle techno, je dirais qu'il y a à peu près tous les ingrédients qui peuvent intéresser, y compris les jeunes comme tu évoquais tout à l'heure, pour rentrer dans ce domaine de la conformité, qu'il y a beaucoup de challenges qui attendent les entreprises sur la partie conformité, qu'on a intérêt à bien former les gens et à continuer à innover. Oui, moi je n'ai rien à ajouter. Okay. Tu as tout dit au bilan. Merci beaucoup pour vos interventions. Les participants seront invités à remplir le questionnaire d'évaluation qui se trouve sur votre écran, le module « Votre avis nous intéresse » en cliquant dessus. Votre avis est utile pour l'organisation de prochaines conférences. On ne manquera pas de vous informer des nouvelles thématiques qui seront traitées. Merci beaucoup à tous les deux. Ils peuvent s'adresser à toi pour s'inscrire. Voilà, vous recevrez la documentation relative au certificat conformité
pour assurance, un parcours qui débutera au mois de novembre cette année pour 12 jours de formation, comme l'évoquait Odilon tout à l'heure. Merci beaucoup et les participants vous remercient également. Là, je vois et notamment Philippe qui dit que le format web conférence est très pratique